Je vais recevoir monsieur Sébastien Delchini de Delchini Logistique, monsieur Antoine Motte de 3D Construction, monsieur Sébastien Eustache de Watt Group et enfin le président de la porte de la communauté d'agglomération, monsieur Émeric Robin. Merci de venir me rejoindre. Alors, oui, merci, on peut applaudir bien fort. Bonjour. Alors, je regarde, tout le monde a pris sa place, c'est bien. Vous allez bien ? On vient de prendre une bonne dose d'optimisme, non ? Ça tombe bien pour les sujets que l'on va aborder. Avant de démarrer notre table ronde, messieurs, monsieur Robin, je vous ai présenté tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous rappeler juste qui êtes-vous, votre domaine d'activité ? Voilà, pour resituer à peu près, même si je pense que vos entreprises sur le territoire sont connues. On peut commencer par vous, par monsieur Delchini. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette introduction un lundi matin qui fait toujours du bien de démarrer dans ces conditions. Delchini, Sébastien Delchini, bon, je pense que les gens me connaissent, Delchini Logistique, donc société en logistique, société familiale. Je représente la 5e génération, créée en 1867. Donc la logistique, c'est grossièrement s'occuper, optimiser au niveau financier, au niveau environnemental, le transport d'une marchandise d'un point A, généralement son lieu de production, à un point B, son lieu de consommation. Nous sommes situés dans l'Amandinois, nous sommes situés dans le Valenciennois, la métropole lilloise, et puis tout récemment dans le Calaisis. Merci, monsieur Delchini. Je vais donner la parole à monsieur Motte. Merci. Merci pour cette matinée, effectivement, qui démarre bien la semaine. Je suis un entrepreneur qui a monté plusieurs sociétés ici dans le territoire, liées à l'impression 3D. Construction 3D, c'est la société qui fabrique des machines pour imprimer des bâtiments. Donc, on essaye d'apporter une solution au mal-logement à long terme. Beaucoup d'optimisme parce qu'il y a beaucoup de gens sans logement aujourd'hui. La mission, elle est là. Maintenant, les enjeux sont industriels. Les enjeux sont effectivement de faire accepter un vieux métier de la construction, des technologies modernes qui ne sont pas forcément leur première idée à la base, et de le faire avec des matériaux aussi qui sont vertueux pour ne pas revenir au même problème du ciment et donc aussi, et enfin, des enjeux de formation parce que les gens qu'on met dans les cursus de maçonnerie, etc., c'est pas forcément ceux qui pensaient faire ça. Donc voilà, c'est tout un panel dont on va échanger. Voilà, on en parlera après. Monsieur Motte, pardon. Monsieur Eustache, excusez-moi. Merci, monsieur Motte, monsieur Eustache. Merci pour la dose d'optimisme. Oui. Ça fait super plaisir. Et j'avais vu monsieur Gabier il y a plus de 5 ans maintenant, et c'est toujours un grand plaisir. Et ça m'a apporté beaucoup. Et aussi à mes équipes, même si parfois elles me disent tu nous embêtes un peu avec ton optimisme, tu m'énerves. C'est vrai. Mais c'est plutôt bien, je trouve. Voilà. Sébastien Eustache, donc moi je dirige avec mon frère Watt Group, qui est une société familiale. Nous sommes spécialisés dans l'électricité, le numérique pour le secteur de l'industrie. Donc nos clients sont essentiellement Hauts-de-France, mais on les accompagne en France à l'international. Nous sommes 120 collaborateurs, on a 90 collaborateurs à Rosu sur le siège, donc près de Saint-Amand-les-Eaux, on en a 30 à Ruitz près de Béthune, et nos équipes mettent en œuvre les spécialités sur 3 axes stratégiques pour nos clients. Premier axe, garantir la maîtrise de l'énergie électrique. Donc on conçoit et on réalise des installations électriques haute tension et basse tension. Pour alimenter en énergie les outils de production et les bâtiments qui y sont associés. On va aussi ajouter des systèmes de mesure, des systèmes de pilotage pour mieux consommer. Deuxième axe stratégique, on va travailler sur l'optimisation des process de production. Donc là, on intègre des systèmes automatisés, on intègre des robots collaboratifs, on développe des applications informatiques pour gérer de la donnée. Donc on va travailler sur de l'efficience, sur de l'ergonomie, sur de la traçabilité, donc là pour mieux produire. Et enfin, dernier axe, l'amélioration de la collaboration, où là on travaille sur les réseaux informatiques et téléphoniques. Donc on va intégrer des équipements, serveurs, périphériques, objets connectés, on va travailler sur la téléphonie fixe, mobile, on va fournir de l'abonnement, Internet, fibre optique, données cellulaires, voilà, puisqu'on est aussi opérateur. Donc là on va travailler sur la convergence de ces technologies donc pour apporter une meilleure collaboration, donc mieux collaborer. Donc voilà, mieux produire, mieux consommer, mieux collaborer.
C'est notre métier et on l'a traduit dans une raison d'être qu'on a réinventé ensemble avec nos équipes il y a 2 ans, qui est de faire de l'électricité et du numérique un atout pour le développement durable. Merci Monsieur Eustache. Merci tous les trois d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc notre premier sujet, il est sur la transition écologique. Qu'est-ce que vous faites au sein de vos entreprises pour préserver l'environnement? Donc bon, plus ou moins, vous avez déjà donné quelques tips sur ce que vous faites déjà dans votre activité au quotidien. Monsieur le Président, vous êtes là pour accompagner les entreprises sur votre territoire. Comment on fait pour accompagner les entreprises dans la décarbonation? En gros, l'idée, c'est comment faites-vous pour produire autant, polluer moins, tout en gardant une économie stable? C'est la difficile équation qu'il faut réussir à résoudre. Vous la posez fort justement, parce que avant d'être des chefs d'entreprise, avant d'être des élus, chacun a ses grades et qualités, on est des citoyens de ce monde. Et que les enjeux qui nous sont posés aujourd'hui ne peuvent pas être compartimentés. Ils sont transversaux et ils touchent tous les secteurs de notre vie au quotidien. C'est pourquoi, dans le cadre de nos responsabilités respectives, il est important de prendre en compte ces enjeux, je ne vais pas dire nouveaux, mais qui urgent et qui se posent avec davantage de présence et d'insistance aujourd'hui. Et donc, ça nous oblige à nous réinterroger, ça nous oblige à re-questionner la façon dont, dans notre quotidien, on avance, on évolue, on se développe, pour faire en sorte que, par rapport à ces questions qui nous sont posées, on puisse apporter quelque chose dans notre activité du quotidien, là où on se situe, là où on se trouve, et de pouvoir agir. Et il y a 3 ans, vous l'avez rappelé à l'introduction, lorsque j'ai pris la responsabilité de l'animation et de la gouvernance de cette agglomération, très rapidement, la question du développement économique au regard de ces enjeux est posée. J'avais peut-être eu une formule maladroite à l'époque où je disais que je pense que l'ère où on tartine des aires d'activité économique, c'est-à-dire un peu bétonné avec du bâtiment blanc classique, est révolue, et qu'aujourd'hui, les questions énergétiques, de consommation d'espace, de production peut-être de particules invasives, et bien les questions des déplacements, enfin bref, tous ces sujets-là qu'on pourra peut-être développer doivent être intégrés dans le process de développement économique et de faire en sorte que le rôle de l'agglomération, ça va être d'accompagner, comme elle a eu l'habitude de le faire, mais d'accompagner autrement, nouvellement, ce développement économique pour aider à être au rendez-vous de ces transitions et de ces enjeux, et de faire en sorte que l'activité économique ne s'oppose pas aux enjeux environnementaux, mais soit bien un élément moteur et accompagnateur de ces difficultés, de ces enjeux. Merci, Monsieur le Président. Au vu de ce qui vient d'être dit, vous avez tous les trois repensé à votre activité pour œuvrer dans le respect de l'environnement. Qu'est-ce que vous avez concrètement mis en place, ce qui peut donner aussi des solutions à ceux qui nous écoutent dans la salle? Donc là, qui veut peut répondre. Vous pouvez répondre de tous les trois. Vous avez... Ils vont répondre tous les trois. Ah oui, vous allez répondre tous les trois, mais je veux dire, chacun prend qui commence. Alors, pour moi, c'est peut-être plus facile dans le sens où on est des petites entreprises, donc on a moins de besoins énergétiques et on les a déjà équilibrés avec des panneaux solaires, des batteries, et on en a même fait un nouveau produit au sein de la citadelle des savoir-faire. Mais là où je voulais marquer le coup, c'est de dire nos économies, et ici c'est un site minier à la base, ils vendaient des matières. Et l'enjeu de l'avenir, c'est de vendre des savoir-faire. Et la clé, elle est vraiment là. Quand on vend quand on vend une matière, on ne l'a plus. Et on a accessoirement pollué éventuellement la planète. Le charbon, aujourd'hui, on a le contre-coup de l'effet positif qu'on a eu dans le passé. Quand on vend un savoir-faire, la chance, c'est qu'on l'a encore. Et donc la clé, pour moi, c'est d'essayer de vendre des savoir-faire. Alors, il y a encore des machines avec, mais quand on vend un savoir-faire, a priori, on ne pollue pas. Voilà. Mais déjà, rien que dans votre activité, elle consiste déjà à moins polluer puisque vous utilisez des matériaux plus écologiques et novateurs. Oui, et l'impression 3D est un vecteur d'optimisation. Et en fait, souvent je dis que l'impression 3D, c'est le mode naturel de construction. Mais si vous regardez tous dans la salle, vous êtes tous imprimés en 3D, vous êtes tous bien vivants, et tout ce qui est vivant est imprimé couche par couche, cellule par cellule, et donc optimisé.
Quand on fait de l'usinage, quand on fait du coulage dans des banches, on peut rien optimiser du tout. On a la forme qu'on a, et donc, d'une certaine manière, on est moins vivant. La nature est toujours ce témoin d'une optimisation constante, et donc l'impression 3D est en fait le mode de fabrication logique pour construire comme la nature, et donc à terme s'imposera comme la seule façon de construire. C'est la solution, selon vous, pour construire ou réhabiliter des bâtiments dans le futur? Enfin, c'en est une, en tout cas. C'est déjà dans ma tête depuis longtemps. Ça le devient dans la tête de plus en plus de clients. Alors, les disruptions sont fortes. Ça ne sera peut-être pas notre solution qui sera gagnante, mais je suis sûr que la construction par impression 3D sera la seule façon de construire logique et pertinente dans les 50 ans à venir. Merci, Monsieur Motte. Monsieur Deschini? Oui, je pense qu'on est tous ici dans cette optique de réfléchir sur une production en étant moins énergivore. On est un peu comme ce Jourdain, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais on fait des petits gestes. Et je pense que ça va être l'addition de ces petits gestes qui font que c'est pas Versailles ici, on éteint les lumières, le tri sélectif. Je pense que tout le monde fait ça. C'est notre participation, notre humble participation à l'édifice de rendre notre facture d'électricité moins importante dans nos entreprises ou aussi bien dans le particulier. Chez Deschini, on a 100 000 mètres carrés d'entrepôts. Tous nos entrepôts sont passés en LED depuis déjà pas mal d'années. On a des détecteurs de mouvement de façon à ce que les lumières s'éteignent quand il n'y a pas d'activité. Enfin voilà, ça fait partie des petites choses. C'est peut-être insignifiant, mais tout le monde le fait aujourd'hui, je pense. Et ça va mettre notre pierre à l'édifice à la construction. Peut-être pas en 3D, Antoine, mais à notre construction. Sinon, au sein de Deschini, vous savez, des camions, ça a une mauvaise réputation de pollueurs, etc. Bien que, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais 8% de la pollution émane des poids lourds, en fait. Donc, c'est pas non plus significatif, c'est pas important. Mais c'est déjà trop, on est tous d'accord. On est passé à l'Euro 6, c'est une norme technique au niveau des moteurs qui fait que, depuis 20 ans, on a significativement baissé la pollution, les émissions de gaz de nos camions, et on continue à travailler là-dessus. Benjamin, qui est également un collègue, peut en témoigner. Les constructeurs travaillent sur des motorisations qui vont encore plus loin que l'Euro 6 et avec des motorisations au gaz naturel, le GNC en comprimé ou le GNL en liquéfié. On parle d'électrique aussi, des camions électriques. On parle d'hydrogène, enfin vous voyez, donc on réfléchit là-dessus. Nous, chez Deschini, Benjamin aussi, on passe sur on fait l'acquisition de camions au gaz pour réduire ça. Personnellement, je construis une station de distribution de bio-GNV sur le site de Valenciennes, sur notre site de transport de Valenciennes, justement pour nous accompagner Deschini, mais aussi ça sera une station qui sera ouverte au grand public. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour vous accompagner dans votre transition énergétique au niveau de vos véhicules, que ce soit de la camionnette au camion ou voiture particulière, puisque ce sera aussi des bandes de recharge électriques. On aura bientôt des camions électriques aussi. Dernier point, dans nos entrepôts, nous mettons des panneaux photovoltaïques. Antoine, tu es au courant. J'ai des entrepôts qui sont frigorifiques, donc très énergivores. Et l'avantage, c'est que ça se corrèle bien par rapport à la température. C'est-à-dire que mes entrepôts frigorifiques sont énergivores en ces mois-ci, puisque c'est la chaleur à l'extérieur et je suis obligé de maintenir une température à moins 18 degrés. Et c'est là où c'est l'énergie. Et ça tombe bien, c'est là où dans le nord, il fait beau tout le temps, on est tous d'accord, mais les performances des panneaux photovoltaïques sont quand même le plus efficient cette saison, donc ça tombe très très bien. Merci Monsieur Deschini pour votre témoignage. Monsieur Eustache. Oui, donc nous, dans le métier, déjà, on œuvre pour la transition écologique et pour moins impacter l'environnement. C'est votre raison d'être. C'est notre raison d'être, et en même temps, donc, on se l'applique à soi-même dans nos investissements. Donc on a travaillé, là aujourd'hui, sur le siège, on travaille sur un agrandissement, et donc on va faire tomber notre chaudière à gaz pour partir en pompe à chaleur. On réfléchit également sur les panneaux solaires. On a réfléchi en se disant, tiens, c'est pas la peine d'agrandir et de rebétonner le sol. Est-ce qu'on ne peut pas minimiser l'espace, éviter l'artificialisation du sol?
Voilà, donc à chaque fois qu'on entame quelque chose dans l'entreprise, on le fait avec ce raisonnement-là. Donc là, on verdit notre flotte automobile. On a une 60aine de véhicules, donc on travaille sur de l'hybride rechargeable, un peu sur l'électrique également. On a aussi, ça passe aussi par l'allongement du financement, c'est-à-dire qu'on se dise aussi, tiens, y en a qui changeaient tous les 3 ans de véhicule ou tous les 4 ans. Pourquoi la voiture, quand on la rend, est encore neuve? Les véhicules sont maintenant garantis pour certains constructeurs jusqu'à 7 ans. Donc il y a un non-sens aussi là-dedans. Donc déjà, garder quelque chose longtemps, c'est déjà un acte aussi. Et puis après, on encourage aussi les collaborateurs à réfléchir sur des actions. Et on a développé, un peu sous forme d'entrepreneuriat, on a un collègue qui s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas la réparation de cartes électroniques aussi, voilà. Donc chacun va aussi de son imagination, et on a développé un secteur métier comme ça pour l'apporter, et puis pour nous, pour pouvoir réparer et lutter un peu contre l'obsolescence programmée. Voilà. Est-ce que c'est difficile, je ne sais pas si c'est le mot, est-ce que ça peut être... comment on repense son activité en intégrant le fait de la révolution environnementale, où maintenant, aujourd'hui, on n'a pas le choix, on fait attention, de toute façon, même pour soi, pour son entreprise et son territoire. Est-ce qu'il y a vraiment une disparité? Comment ça se passe pour repenser son activité tout en préservant son activité et son business model? Et vous, Monsieur le Président, comment... Est-ce que ça se ressent aussi au niveau des collectivités, du territoire, que les entreprises, elles prennent le virage? Donc, on repense son activité, il y a des choses qu'on arrête, il y a des choses qu'on repeint, on doit réinvestir. Est-ce qu'il y a ce virage à prendre et que ça donne un nouveau souffle, ou est-ce qu'à un moment, il y a eu à peu près un moment latent pour que cette activité elle reprenne avec des nouvelles résolutions? Il faut être tout le temps optimiste. La réponse aujourd'hui, c'est optimiste. Oui, mais vous œuvrez aujourd'hui, vous, dans votre totale activité, elle est repensée là-dessus. Mais je pense notamment à vous, Monsieur Delchini, qui avez dû repenser à votre activité, à votre façon de faire, et vous, Monsieur le Président, qui avez ces entreprises sur votre territoire, qui à un moment vous dites, bon, on a ce souci environnemental, mais on a aussi une économie à tenir. Comment on fait pour arriver à l'équilibre? C'est-à-dire qu'on a tous on est dans un environnement concurrentiel avec des concurrents qui nous poussent, des clients aussi qui nous challengent pour avancer. Et puis récemment, on a aussi nos factures d'énergie qui ont explosé. Donc gérer une entreprise, c'est quand même équilibrer les charges et les produits. Donc on doit sans arrêt rechercher, optimiser, chercher des gains de productivité, des économies. C'est perpétuel. On en parlait avec le président tout à l'heure. C'est depuis 5-6 ans, ça devient sans arrêt. On est challengé, on est motivé. Nos collaborateurs nous demandent aussi, nous aident. Et il y a une demande aussi de la part de nos collaborateurs avec des idées, des boîtes à idées. Donc je pense que c'est tout naturel pour un chef d'entreprise, pour un entrepreneur de travailler pour l'avenir et puis pour nos enfants, charge d'âme. Mais voilà, on ne veut pas laisser un monde... J'allais dire un gros mot, pardon. Non, je comprends. Comment fait-on avec les collectivités, vous qui avez les 46 communes qui vous accompagnent au quotidien, comment on fait pour anticiper justement ce virage? Bien, je vais reprendre l'expression de tout à l'heure de M. Gabillet. On rouvre le dictionnaire et on regarde transition. Voilà. Et transition, c'est un process, c'est un processus. Donc on n'est pas dans la radicalité ni la radicalisation de l'action, mais on est bien dans la sensibilisation, l'éducation et un peu de renouer avec le bon sens. Le bon sens parce qu'il s'impose et d'y aller en processus et en étapes. Et donc on travaille de concert avec le monde économique, avec une partie d'experts, de ceux qui savent également, qui depuis des années tirent la sonnette d'alarme en nous invitant à organiser autrement notre façon d'agir, notre façon d'intervenir, notre façon de réfléchir le process de développement, qu'il s'agisse du développement territorial ou du développement économique, et de pouvoir s'entourer de ces réflexions collectives avec l'ambition d'être dans des objectifs partagés et donc d'être bien dans une co-construction de cette transformation. Et il faut le dire aussi en s'appuyant sur une réglementation qui pousse et qui doit nous aider. Alors non pas être dans la sanction et dans la coercition, mais bien d'être dans
l'incitation et dans l'accompagnement. Et puis, d'avoir des outils de planification. Alors là, je reprends un peu la casquette d'élu et de président d'agglo, où on a cette obligation d'être dans de la planification, dans de la projection, dans de la prospective, et donc d'écrire ces outils de planification autour des plans climat, air, énergie territoriaux, le projet de territoire que nous faisons. Bref, autant d'éléments qui vont nous permettre d'avoir des outils, des indicateurs, de construire une boîte à outils également, pour pouvoir faire en sorte qu'on soit bien dans cette transition, et non plus de regarder par la fenêtre alors que la planète brûle, mais c'est bien d'être dans l'idée de ensemble, et de faire ensemble, et de convaincre qu'il faut faire autrement, et surtout collectivement. Merci, Monsieur le Président. Ce qui me permet d'aborder maintenant, quand vous dites qu'on est dans la co-construction, on le fait ensemble, on va parler un peu d'emploi. Donc il y a certains secteurs qui malheureusement peinent à recruter. Tous, vous me dites, tous. On va parler de marque employeur. Donc je rappelle que la marque employeur, c'est tout ce qu'on peut faire au niveau marketing et communication au sein de son entreprise, mais aussi en dehors de son entreprise, l'image qu'on véhicule pour attirer de nouveaux talents et surtout de les fidéliser. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peine à, peut-être pour certains secteurs, attirer, mais surtout fidéliser. Comment aujourd'hui, vous arrivez à aller de l'avant pour justement attirer et garder les jeunes ? Monsieur Motte ? Je pense justement que le bon sens de la transition écologique, c'est le moteur pour les attirer, au moins pour garder les nôtres, pour pas qu'ils partent à l'autre bout de la France ou de la planète pour aller sauver le monde, mais qu'ils sauvent le monde ici. Et ça, l'enjeu, il est capital. Si vous voulez attirer des jeunes aujourd'hui, c'est plus forcément avec de l'argent, il en faut toujours, mais la clé pour eux, c'est qu'ils aient une vision, une stratégie d'entreprise et une certitude que ce qu'ils vont faire va in fine apporter quelque chose pour leurs 30, 40, 50 années à venir, et donc qu'ils se projettent dans ce que vous leur proposez. Donc savoir d'où on vient, se projeter où on va, ça j'aime beaucoup. Cette vision-là, elle est essentielle. Et donc la clé, c'est de leur proposer justement la transition écologique. Qu'il y ait du sens. Mais au-delà d'avoir du sens dans ce que l'on fait, on va mettre les pieds dans le plat. Vous ne pensez pas que parfois nos jeunes pensent que l'entreprise, enfin, certains secteurs d'entreprise ont une image un peu vieillotte ? Comment on fait pour surpasser ça ? Parce que bon, il y a des activités qui doivent être maintenues. Comment on fait aujourd'hui ? Quelle solution on apporte à cette nouvelle génération ? Faut s'ouvrir vers l'extérieur déjà. Et je pense aujourd'hui qu'il faut renouer le dialogue avec les écoles et davantage. Il faut aussi que les écoles ou les universités ouvrent davantage. Qu'est-ce que vous faites, vous, Monsieur Eustache, au sein de votre groupe ? Nous, on renoue le dialogue, justement. On va voir les différentes universités ou écoles du territoire. On participe à des salons de l'emploi. On participe à d'autres salons aussi professionnels où on va croiser des étudiants, comme le Made in Eno. Il y a des choses qui s'organisent avec des étudiants aussi qui viennent découvrir les entreprises. Mais il y a un gros travail sociétal aussi. On a parlé tout à l'heure du travail. Et malheureusement, on a peut-être donné une mauvaise image aujourd'hui du travail et on fait de l'entreprise un lieu de souffrance. Où aujourd'hui les gens viennent chercher, malgré tout, on regarde les études, effectivement du sens, mais en premier du salaire. Voient le travail non plus comme une finalité, mais comme un moyen. Tout ça, ça évolue. Et je pense qu'il faut tout remettre à plat, il faut se recréer, il faut réfléchir, il faut rediscuter avec les gens, il faut écouter les jeunes. Donc ça peut se faire que si on s'ouvre, que si on va aux rencontres des gens, je pense. Voilà. Comment on revalorise la relation entre salarié et employeur ? Monsieur Delchini, peut-être je pense que tout a été dit. Il y a quand même un point qui est le financier. De plus en plus, les gens ont besoin, quand même, avec l'inflation, avec les crises, etc., on se rend compte que nos collaborateurs ont quand même besoin, ont des difficultés à joindre les deux bouts. Donc la marque employeur, on est tous d'accord sur ce que vous venez de dire. Il faut quand même qu'on travaille sur la rémunération, l'intéressement, la participation, les primes 13e mois, etc., pour déjà que nos collaborateurs n'aient plus ce souci financier. Ça, c'est quand même quelque chose à la pyramide de Maslow, c'est quand même la première strate. Ensuite, c'est les mettre dans un contexte de travail qui est un peu plus moderne, c'était votre question. Oui, voilà. Comment remoderniser son secteur ? Quand on est issu de l'industrie, on ne va pas citer de nom, mais
Quand vous êtes Antoine, toi, tu es une start-up, etc. Tu as cité du savoir-faire, c'est moderne, c'est jeune, etc. Nous, transporteurs, c'est peut-être un peu plus compliqué, bien que on essaie d'avoir des camions avec des cabines qui soient conviviales, qui soient intéressantes, plus ergonomiques. On a tous l'exemple du camion qui bascule, ou quand on est dans la cabine, on est obligé de se courber pour se mettre debout, etc. C'est terminé, ça maintenant. Plus aucun conducteur n'acceptera de monter dans un camion s'il doit se faire mal au cou pour monter dans sa cabine. Maintenant, le conducteur peut rester droit debout pour circuler, passer du siège à sa cabine, etc. avec un réfrigérateur, enfin voilà, ça fait partie des choses qu'on fait. On fait ça aussi pour nos chers élévateurs. Du bien-être de la vie au travail. Le bien-être, etc. au travail. Lors de mes nouvelles constructions que je suis à Onin ou à Calais, on prévoit de faire un rooftop, voilà, de façon à ce que les gens puissent, pendant leur pause, vaquer à faire du ping-pong, à faire un boulodrome, voilà, c'est ce genre de choses. Alors, on n'est pas une start-up, nous, on est plutôt... je ne suis pas dans l'industriel, je suis dans le tertiaire, mais voilà, on essaie de moderniser un peu notre entreprise. L'aspect pécunier n'est pas forcément un des premiers atouts, mais en tout cas, il contribue. Est-ce que des espaces détente, valoriser la vie au travail, est vraiment devenu primordial, Monsieur le Président, peut-être, ou... Vous qui accompagnez, je rappelle que l'Aglo accompagne dans le développement de l'emploi et pour retrouver aussi un emploi. Est-ce que vous, aujourd'hui, qui avez ce regard extérieur, mais qui accompagnez toutes les entreprises, valoriser la vie au travail, valoriser le travail et les espaces détente, c'est vraiment devenu un facteur incontournable? Oui, les mobilités aussi, c'est important. Mais en même temps, je suis employeur, moi, finalement. Oui. Et du coup, j'ai aussi une responsabilité de qualité au travail. Au sein de la mairie ou au sein de l'agglomération. Et effectivement, le rapport à l'exercice professionnel, il a profondément changé. Je pense qu'il est changeant, mais là encore plus après les périodes qu'on vient de traverser de crise sociale avec les Gilets jaunes, de crise sanitaire. Et que vous avez raison, on vient rechercher du sens sur son lieu de travail, on vient rechercher une utilité sociale, et en même temps, on veut que dans l'esprit, le travail puisse être aussi, redevienne finalement. Je prends un concept un peu économique qui m'est cher, à Marx, un lieu d'épanouissement, quoi, et non d'aliénation. Et donc on retrouve un peu cette volonté-là de se dire... Quand je viens sur mon lieu de travail, je cherche de la vie sociale, je cherche à créer du contact social, d'où la question de l'open space. Je pense que maintenant, dans les modes de management, les réunions d'équipe, c'est demandé, et qu'on repense la configuration des postes de travail. Alors, on est tous un peu attachés à notre bureau individuel avec notre ordi, mais il y a quand même cette volonté de rechercher des lieux où... on fait passer l'information, on fait passer la communication. Quel temps on peut réfléchir pendant le travail pour être en interaction avec ses collègues. On m'a soufflé une idée il n'y a pas très longtemps là, parce que on voudrait reconstruire un hôtel communautaire qui puisse ramener tous les services qui sont dispatchés. Et dans l'égalité homme-femme, par exemple, pour rendre le travail moins pénalisant pour les femmes, pourquoi c'est les femmes qui se mettent à 80% et pas les hommes pour garder les enfants. Eh ben, d'avoir peut-être des services de garde d'enfants au sein de la collectivité qui permettent aux femmes d'avoir un temps de travail à 100% et de ne pas avoir de carrière interrompue pour qu'à l'issue. Donc c'est toutes ces questions-là qui sont reposées, les temps de trajet, les temps de transport, qui font que on a une responsabilité d'employeur, c'est d'avoir ces éléments de réponse pour faire en sorte que quelque part la force de travail elle soit très concentrée sur l'objectif et la tâche qui est confiée, et qu'à côté, eh bien, on puisse être au rendez-vous de ce cadre qui soit épanouissant. Voilà. Mais bon, il y a tellement de sujets. Enfin, je pense qu'on est tous préoccupés par cette question par cette question de recherche de main-d'œuvre qualifiée ou en voie de qualification,
que j'ai envie de dire, parfois on essaye cette réalité qu'on essaye de masquer avec la marque employeur, avec les conditions de travail, ceci, cela. Je pense que le problème est bien plus profond, il touche aux formations, il touche au rapport au travail, il touche sur un bassin de vie qui a été sinistré. Bref, voilà, il ne faudrait pas que la question de la marque employeur ou du confort au travail, entre guillemets, soit l'arbre qui cache la forêt. Je pense que le mal, il est plus profond. Comment on fait en sorte que voilà, des entreprises qui prennent des virages importants trouvent une main-d'œuvre et qu'on n'attende pas 1 an, 5 ans, 3 ans pour changer le schéma des formations, le cours des formations, qu'on puisse être beaucoup plus réactif. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Eustache, je voulais rajouter quelque chose. Non, mais je vais rebondir, c'est très bien. Ah oui, oui, justement, parce que j'allais... Mais c'est ça, mais le bien-être, pour effectivement, oui, c'est important. Mais encore une fois, il faut écouter les collaborateurs comme ça a été fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre un baby-foot pour mettre un baby-foot, une table de ping-pong pour mettre une table de ping-pong. Voilà, là aujourd'hui, nous, j'en parlais tout à l'heure, on fait les travaux aussi. Et puis il y en a un qui me dit, tiens, bah, moi, il y a Mickaël qui va courir, j'irai bien avec, mais bon, je ferais bien du sport le midi aussi, parce que le soir, il y a les enfants à récupérer. Voilà, puis on a tous son planning quand on rentre avec les enfants, l'organisation. Voilà. Donc effectivement, sur le lieu de travail, est-ce que tu ferais pas une salle de sport ? On verra ce que ça donnera. Mais j'ai écouté, on va faire. Et puis, pareil, terrain de boule, voilà. Mais ça vient des gens, en fait, de ce qui... Voilà. Et donc, ça doit, encore une fois, c'est écouter les autres pour construire avec eux. Voilà, c'est important. Et pour rebondir sur la formation, je pense qu'effectivement, il faut revenir au compagnonnage aussi. Parce que la compétence, elle n'existe pas. Elle n'est pas là, elle ne sera pas disponible. Le temps qu'on passe à chercher des gens, finalement, si on commence à les former aujourd'hui, ils seront peut-être dans 2 ans, 3 ans... performant comme on le voudrait par rapport à un profil qu'on ne trouve pas aujourd'hui. Il faut mieux pas s'obstiner et le former. Et Monsieur Motte. Il faut former. Nous, la seule chose qu'on a besoin en entrée, c'est des savoir-être. Si l'école, elle fait son job et que les gens, ils ont un savoir-être, après, le savoir-faire viendra dans l'entreprise. Ça, c'est notre rôle de le dispatcher. Mais ça, là où on cale parfois, c'est que les gens qui arrivent, ils n'ont pas toujours tous les savoir-être. Mais vous avancez à peu près tous les 3 dans vos domaines d'activité, aussi dans la co-construction, puisque j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir m'entretenir avec vous. C'est ça aussi, c'est sur ce terrain-là aussi que je voulais vous amener. Vous m'avez parlé d'intelligence collective, parce qu'aujourd'hui, au-delà d'avoir des compétences, l'idée, c'est de pouvoir les garder, de les former et de les écouter, comme vous venez de le dire, et d'avancer avec eux et de pouvoir les faire évoluer au sein de l'entreprise. Donc, comment on amène cette intelligence collective au sein de votre... Chez nous, c'est assez facile. Nous, on a créé maintenant 5 entreprises au sein de la Citadelle des Savoir-Faire et c'est co-créé avec des gens qui étaient salariés et qui ont eu envie d'aller un peu plus loin parce qu'ils ont senti que l'entrepreneuriat, c'était une partie d'eux. Alors, c'est pas toujours 100% des gens, et loin de là, même, c'est plutôt une minorité, mais les gens, quand ils sont bons et qui ont envie d'aller plus loin, il faut essayer de créer avec eux, et leur proposer, sinon ils vont aller ailleurs ou voir créer tout seul. Et donc des fois ils ont ce qu'il faut et à la limite pourquoi pas, mais des fois ils seront mieux avec vous que tout seul. Donc ça serait pas ça justement la clé aussi, de pouvoir dire on accueille des compétences, des gens compétents, des talents, et on les garde en les écoutant, en écoutant ce dont ils ont besoin pour avoir un équilibre aussi bien professionnel et personnel, pour avancer avec eux et voir peut-être même co-créer des choses sur lesquelles on n'avait pas pensé à la base. Est-ce que c'est pas ça aussi un moment, j'ai envie de dire, on va y arriver, la vision future pour les collaborateurs? Et c'est celle du passé aussi, parce que les mines, c'était comme ça au départ. C'était de la co-création. Il y a eu plein de gens qui ont fait des start-up dans cette histoire des mines. Et à un moment, ils se sont alliés parce qu'il fallait que ça soit une vraie histoire. Donc, de tout temps, on a fait ça, en fait. Et c'est les vraies grandes histoires, elles ont pu marcher parce qu'elles étaient faites de manière collaborative. En ce moment, on regarde pour mettre notre usine chez Sébastien pour l'usine à mortier. Donc, on a un pont à faire ensemble. Et puis, pourquoi pas un jour avec des câbles ou de plaisir. La techno. Donc, c'est essentiel, ça. Ouais, je pense que pour les collaborateurs, le maître mot, on l'a. C'est un mot qui revient tout le temps. C'est de la communication, de la communication, de la communication, de l'écoute et de l'écoute. Après, dans chacune de nos structures, il n'y a pas la recette
qui va bien et qui peut se décliner chez Antoine, chez Sébastien ou chez Émeric. C'est à nous, mais je pense qu'on est tous des professionnels, des entrepreneurs, pardon. On doit adapter notre recette à notre personnel, à notre activité, à notre clientèle. Voilà, c'est l'adaptation et l'écoute du personnel et pour la satisfaction. La richesse, moi je suis une entreprise de service, la richesse, c'est pas Sébastien Delchini qui l'a fait, cette société, c'est mes salariés. Donc il faut être à leur écoute, c'est eux qui apportent le service à nos clients. Donc si je suis pas à l'écoute, si j'écoute pas ce qu'ils nous disent, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, on est mort. Enfin, on va disparaître, on est amené à disparaître. Donc il faut s'adapter et être à l'écoute. Communication, écoute. Merci, Monsieur Delchini. Ce qui nous emmène à notre troisième sujet, c'est le futur proche. Comment on aborde le futur proche là, on est en 2023. Comment on anticipe, comment on aborde son futur proche au sein de son entreprise et au sein de son entreprise dans son écosystème? Parce qu'il y a autour de vous des PME qui gravitent, qui travaillent avec vous au quotidien. Donc, comment on aborde un futur proche avec ce que l'on sait, avec votre secteur d'activité, avec l'environnement, avec les collaborateurs? Comment on l'anticipe, comment on l'envisage? Vous pouvez vous lancer. Oui. Comment et pourquoi surtout. Voilà. Alors, futur proche, il faut qu'on s'accorde. Hein, c'est pas dans 6 mois. On est sur des horizons 20 ou 30 ans et on voit les grandes tendances qui se décident. Alors, on a 2 solutions. Soit après moi le déluge. Et puis, on verra bien. Et de toute façon, c'est pas moi qui paierai l'addition, ce sont ceux qui me suivront. Soit, c'est ce qu'on essaye plutôt de tendre à faire, c'est d'essayer d'anticiper pour ne pas avoir à subir. Et donc, d'identifier les grandes questions, les grands sujets qui sont indispensables à la survie, ou en tout cas à la pérennité de l'activité qui est la nôtre dans chacun de nos secteurs d'activité. Et à partir de là, c'est de pouvoir tracer des perspectives, prendre des orientations, prendre des virages, avec le devoir d'essayer, donc on peut se planter, et puis de ne pas s'enfermer. Et donc de toujours d'être dans un questionnement permanent et de faire de l'évaluation de des orientations qu'on prend pour corriger, s'il y a nécessité de corriger, arrêter pour ne pas aller dans le mur et en plus en klaxonnant, voire persévérer et poursuivre lorsqu'on sent que c'est le bon chemin à prendre. En tout cas, moi, avec les élus, c'est ce qu'on essaye d'imprimer dans la réflexion qui est la nôtre. Alors pour nous, on ne voit peut-être pas à 20 ou 30 ans. On est un peu plus court-termiste dans une entreprise parce que le 30 juin, ça arrive, il va falloir payer les salaires, il faut payer les charges, donc on est plus court-termiste, mais néanmoins, on a besoin d'avoir, c'est notre rôle de chef d'entreprise, d'avoir une vision quand même à moyen long terme. L'intervention de ce matin nous dit comment il faut travailler, c'est-à-dire c'est l'optimisme, c'est l'adaptation. Demain matin, ce qui va se passer, je n'en sais fichtrement rien. Il faut qu'on regarde ça. J'avais une idée, je viens de la perdre, c'est pas grave. Donc c'est l'adaptation au jour le jour. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, nos clients évoluent, nos concurrences évoluent, donc on doit s'adapter. Après, je pense qu'on est tous dans cette optique. Si on se lève le matin et on traîne les pieds pour aller travailler, on a de sérieuses questions à se poser. Il y a l'envie d'entreprendre, il y a l'envie de faire notre métier, il y a l'envie de travailler avec nos collaborateurs. C'est ce qui nous permet d'avancer, de créer, de développer. Je pense que Sébastien, Antoine sont des exemples, ils l'ont cité, ce sont des développeurs, sont des entrepreneurs. Ils créent leur boîte, ils créent des services, ils développent, ils sans arrêt se remettent en question. Ne jamais s'asseoir sur ses acquis. Aujourd'hui, le monde va à une telle vitesse qu'on est sans arrêt en train de se dire que peut-on faire pour s'améliorer, pour se développer. C'est sans arrêt celui qui ne se pose pas cette question, je pense que va rester sur le côté de la route et puis va se faire dépasser. Aborder le futur, c'est sans cesse se poser la question. Sans arrêt, sans arrêt. On est en Europe. Antoine, peut-être tu pourras en parler. Tu vois ce qui se passe en dehors de l'Europe. C'est une explosion en termes de développement, en termes de dynamisme. On a des questions à se poser sur excusez-moi, la vieille Europe. Si on veut continuer à pouvoir
garder nos salariés, garder nos jeunes diplômés sur notre territoire et ne pas, qui ne cèdent pas aux sirènes des anglo-saxons ou de l'Asie. Antoine t'en parlera mieux que moi. Je pense que c'est quelque chose de très important. J'ai pas retrouvé mon idée, je suis désolé, mais elle va arriver après. Arriver, voilà. Elle va arriver après. Merci, Monsieur Delchini. Comment pour avoir tout à l'heure, il a dit le carburant du pessimisme, c'est la peur. Et je pense que le carburant de l'optimisme, c'est l'amour du coup. Et donc il nous faut beaucoup d'amour pour se projeter dans un futur désirable et du coup résoudre les grands problèmes de notre temps. Et donc la clé, voilà, c'est de profiter des endroits où il y a beaucoup d'amour. Moi, je suis à Dubaï, ils m'accueillent comme si j'étais un top modèle. Ils me tapis rouge, l'impression 3D, c'est génial. Un quart des bâtiments doivent être imprimés en 2030. Et donc, ils ont beaucoup d'amour. Donc, forcément, on va aller les aider à gérer leur vision et à la pousser le plus loin possible. Mais il faut savoir d'où on vient. Donc ça veut dire des racines, des ailes. Et, bon, l'amour donne des ailes, mais il faut aussi savoir d'où on vient. Donc pour les territoires, en fait, ici, il y a toujours eu beaucoup d'amour. Donc j'ai pas de doute, on saura s'en sortir. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. C'est vrai que l'Europe est dans une séquence un peu complexe. Mais on a tout pour redémarrer. On a les savoir-faire, on a de l'amour. Et puis dans le Nord, voilà, on sait faire. Ouais, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se planter. Ça a été dit ce matin. En France, particulièrement en France, l'entrepreneur, vous l'avez dit tout à l'heure, qui réussit, etc., c'est un voleur, quelqu'un qui s'enrichit sur le dos de ses clients, sur le dos de ses salariés, etc. Un entrepreneur qui se plante, c'est un loser, c'est un bon à rien, etc. Non, c'est pas comme ça. Vous allez aux États-Unis ou en Asie, vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit à vous planter. C'est une richesse et il faut en tirer un enseignement constructif. N'ayez pas peur d'entreprendre des marchés, des nouveaux clients, des nouveaux produits. Vous vous plantez et alors, c'est pas grave. Vous avez au moins ce choix-là, vous l'avez coché en disant non, c'est pas possible. Mais derrière, sur 3-4 idées, il y en aura une ou deux qui vous permettront de vous développer, qui permettront de vous épanouir et d'entraîner votre personnel, vos salariés avec vous. Je pense, voilà, n'ayez pas peur de l'échec. Merci, Monsieur Delchini. Oui, alors sur le délai, sur la vision, je dirais il faut être plus court-termiste. Je dirais qu'il faut plus de vitesse aujourd'hui et plus d'agilité. Et c'est ce qui manque dans nos institutions, je pense. Et c'est au niveau des entreprises aussi, on doit se remettre en question. Il y a un gros enjeu énergétique. On parle de réindustrialisation et ça c'est merveilleux. Je suis le premier à être pour la souveraineté industrielle, mais du coup ça va générer un besoin énergétique fort. La mobilité électrique, ça va générer ça. Les data centers, avec toutes les données qu'on multiplie, d'ici à 15 ans, on va multiplier par 2 notre besoin énergétique en France. Donc c'est encore dans 2 ans, peut-être dans 10 ans. Donc c'est pas moi qui le dis, on trouve les chiffres. Donc de la vitesse. Et puis il y a un autre truc qui arrive, c'est l'intelligence artificielle. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça va hyper vite. Et on va en reparler d'ici 6 mois. Là, il va falloir se poser des questions. Voilà, parce que ça va changer le rapport au travail. C'est-à-dire que ça va, pour moi, je le vois d'une manière optimiste, pas comme quelque chose qui va remplacer l'homme, mais qui va l'améliorer, qui va lui apporter un compagnon, en fait. Voilà, et donc, je le vois comme ça. Mais il y a des questions à se poser, parce que ChatGPT, vos enfants le maîtrisent bien mieux que vous. Si vous jouez avec, vous allez vous apercevoir que c'est assez bluffant. Et les nouvelles versions qui arrivent, voilà, elles font assez peur. Et ça, on a besoin d'aller beaucoup plus vite sur les réflexions, voilà, autour de la robotique collaborative et de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a des gros enjeux. Les véhicules autonomes, même dans ton métier, voilà, donc il y a plein de choses où, voilà. Donc j'aurais tendance à dire, moi, faut pas avoir peur effectivement d'aller à l'échec, de faire un petit pas, quitte à se gourer, revenir en arrière, refaire un pas. Ah, celui-là il était bon, je continue. Des petits pas, les petits échecs, c'est mieux que des grandes perspectives et de se planter derrière. Voilà, moi je serais plus
là-dessus. D'accord. Donc les enjeux, c'est ça. Les enjeux, l'intelligence artificielle dont ChatGPT en fait partie, pourvu qu'elle soit au service de la transition écologique et de l'environnement. C'est ça qu'on espère tous. Juste un petit mot. Donc ça veut dire qu'on a quand même une marge de progrès, Ah oui. parce que le temps de l'administration et le temps de l'économique, c'est pas le même pas. Alors, Mais c'est intéressant parce que du coup, nous, l'action publique qui est longue à mettre en œuvre, qui nécessite des process. Alors, quand je dis c'est 15-20 ans, c'est pas, on va pas attendre la 14e année pour tout faire en un an, mais on est sur des processus longs, des transformations longues pour qu'au bout du bout. Mais là où, du coup, on a une vraie marge de progression sur laquelle on peut se challenger, c'est qu'à tous les étages de l'administration, qu'elle soit centrale au niveau de l'État ou plus locale, même si locale, on a quelques marges de manœuvre qui nous permettent de pouvoir essayer de répondre assez vite aux problèmes qui nous sont posés, c'est que là, il faut qu'on raccourcisse le gap entre le temps de la prise de décision publique et l'impact que ça a sur le privé. Là, je rebondis là-dessus, il y a une position du président Macron sur l'immigration et la gestion des dossiers par l'intelligence artificielle à Vivatech, donc le salon de technologie à Paris. Il a pris une position publique là-dessus en disant on pourrait mieux traiter l'immigration chez nous, l'intégration, mais il y a un problème de traitement de données. On a tous les moyens. Et donc, du coup, il y a un problème au niveau des fonctionnaires, peut-être du process administratif. Et il a évoqué, il a dit, l'intelligence artificielle pourrait être une réponse à ça. Et donc, effectivement, ça va être des choses qui vont arriver. L'intelligence artificielle sera une réponse à beaucoup de choses en ce moment. Est-ce qu'on peut dire finalement, pour terminer, que le développement des entreprises sur le territoire sont une solution pour l'avenir, que ce soit de manière économique, environnementale, sociale ? Je me retourne vers vous, Monsieur le Président. C'est une des solutions, parce que j'aime quand même à placer l'initiative humaine et donc voilà, l'homme, le citoyen au cœur du réacteur. Donc ça, c'est une composante qui peut accompagner, qui a sa part de responsabilité à prendre dans cet engagement-là, qui parfois peut être moteur, il faut le faire, qui parfois ne l'est pas, et donc il faut faire avec. Mais par contre, oui, en plus c'est au cœur de nos compétences. Donc le pilier économique peut être un ambassadeur, un démonstrateur de la capacité à être dans cette phase de transition et de résilience d'un territoire pour anticiper les défis. Ouais. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose aussi ? Oui, je pense que c'est votre rôle en tant qu'élu de créer les conditions qui vont bien à la création d'entreprises, à la création d'emplois sur notre territoire. Et j'aborde là le point attractivité du territoire. Vous savez, je suis très impliqué là-dessus. Pour attirer des collaborateurs, pour les maintenir chez nous, il faut qu'il y ait des infrastructures autour qui sont les écoles, la formation, on en parlait tout à l'heure. Il faut que les écoles soient performantes dans le Valenciennois ou dans les Hauts-de-France. Donc ça, c'est plutôt un atout pour nous. Le système de santé. Le système de santé, pour attirer des collaborateurs, il faut qu'on puisse les soigner, eux et leurs familles. Travailler aussi sur l'emploi des conjoints ou conjointes. Un collaborateur qui est à New York, ou pas si loin que ça, à Paris, pour le faire venir dans le Grand Hainaut, il faut qu'on l'accompagne, on accompagne son conjoint ou sa conjointe à trouver du travail sur site, qu'on accompagne ses enfants, donc on en parlait, la formation, les équipements sportifs aussi, le divertissement, les salles de spectacle, la culture, créer un environnement qui soit vraiment sexy, pour dire que nos collaborateurs viennent chez nous et restent chez nous et n'aillent pas à Paris, à Bruxelles, à Londres, etc. Je pense que, on est en phase là-dessus, mais ça fait du bien de le dire quand même. Oui, j'allais dire, je pense que vous corroborez tous ces leviers de performance qui sont, pour certains sont en place et vont encore évoluer positivement dans les mois, les années à venir. C'est ça ? Merci à tous les trois. Merci, Monsieur le Président, pour vos témoignages, pour vos partages d'expériences. Let's go.